Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Alors, c'est Hervé Benatar qui est à la manœuvre, le seul de l'équipe Qu'est-ce qu'on déguste, qui a choisi en 2021 d'arriver à l'heure. Salut Hervé. Comment vas-tu? Très bien. Merci. Je suis à la technique ce soir pour pouvoir conserver les gestes barrières et les distances réglementaires. On a renvoyé Aurélien en télétravail. Du coup, vous m'excuserez si vous entendez de temps en temps quelques larcènes, des micros qui s'ouvrent pas, et l'arrivée impromptue de notre cher Georges, qui n'aura pas de micro à cet endroit-là. Il sera pas encore ouvert, celui-ci. Tu peux te faire sur le... Voilà. Et puis, vous entendez derrière la sonnette. La sonnette, c'est qui? C'est Philippe Audard, qui est en train d'arriver en retard. Émilie Prouchet de la Costa sera en retard, elle aussi. Salut Georges. Bonjour, je suis pas en retard, je suis pile à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et t'es pas arrivé les mains vides en plus? Qu'est-ce que tu nous as non, apporté? j'ai amené une terrine faisant qu'a fait Claudine. Ouais. Peut-être on l'appellera tout à l'heure pour lui demander la recette. Je lui ai pas dit, mais on pourrait peut-être essayer. Claudine, c'est sa femme. Bon, tout le monde le savait. Bah, écoute. Est-ce que tu connais la personne qui est en bout de table, Georges? Pas encore, mais j'espère que tu vas nous le présenter d'après ce que je vois devant moi. Voilà. Voilà. On est plutôt pas mal. On n'est pas... Alimentaire, mon cher Watson. Ouais, on n'est pas du tout raccord avec ta terrine, par contre. Hein. Mais bon, il faut une entrée, un plat et un dessert. Et je crois qu'entre l'entrée et le dessert, il y a un fromage. Oh, il y a même un fromage truffé qui arrive. Oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. C'est donc Rémi Bessou qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. 4e génération de boulanger à Saint-Étienne-de-Tulmont. Salut Rémi, merci de venir ici. Les auditeurs de CFM entendent la boulangerie Bessou en ce moment pas mal sur les ondes de CFM parce que tu es un annonceur. Et donc ça me fait doublement plaisir de t'accueillir dans cette émission. Et moi aussi ça me fait plaisir d'être là, ouais. Et 4e génération, c'est pas de la tarte. Oh. Oui, il faut continuer. Donc oui, non. C'est pas du gâteau. Tu te rends compte où t'es arrivé, Rémi? C'est une équipe de rigolos ici. C'est mal barré. Il y a une équipe de bras cassés un peu, mais bon. J'en fais peut-être partie aussi. Alors. Philippe Audard vient d'arriver. C'est lui qui a fait sonner allègrement l'interphone. Salut Philippe. Coucou Rémi, salut à tous. Ça va? Ça va bien, ouais, ça va. Je me suis arrêté chez Boulangerie Bessou avant-hier pour acheter une coque. Eh ben écoute, on n'en aura pas de la coque ce soir. Non, parce pas qu'il ce n'a soir. pas voulu nous en apporter, je sais pas pourquoi. Non. J'ai voulu faire deux galettes bio. Je suis parti plutôt sur du bio. Et une à la noisette et une nature. C'est génial. Devant tout le monde, tu dis que tu fonctionnes à la coque. Ouais, mais la coque de Bessou, attends, c'est pas n'importe laquelle. C'est de la pure. C'est de la locale et c'est de la bonne. C'est de la C'est de la bonne. pure. Philippe Audard a déjà c'est moi. la moitié du boulot réalisé aujourd'hui. Ah merde, je croyais avoir tout fait Et comme non, déjà. ça fait la moitié du boulot. parce D'accord, que maintenant il faut faire le guignol en tu nous plus. as apporté un reportage qu'on écoutera tout à l'heure sur une épicerie de Atypique. atypique à Saint-Antonin-Nobleval. Ouais. Et nous n'en diffuserons que la moitié. L'intégralité sera diffusée en podcast sur cfmradio.fr et donc tu devras nous raconter la suite tout à l'heure de ce reportage. Ça va être avec un plaisir. Pour ma part, je vous proposerai une petite info autour d'une bande dessinée. Je lirai quelques cases du dernier Spirou, un Spirou qui a été confié à l'auteur belge Christian Durieux et qui s'appelle Pacific Palace. Il a la particularité d'avoir une bande son et qui a été pour une partie réalisée par Cocoon. Vous vous rappelez Cocoon, ce petit duo folk qui avait fait un tube dans les années 2006-2007, quelque chose comme ça, et qui s'est pas arrêté depuis. Et bien voilà, ils reviennent là. Enfin, il revient tout seul parce que Cocoon c'est plus qu'un seul gars maintenant, mais avec un titre qui sera la bande-son de Pacific Palace. Et il n'y aura pas que ce titre-là dans la bande-son de Pacific Palace, il y aura aussi celui-ci. Et celui-ci, c'est Cigarette After Sex.
Et c'est comme ça qu'on démarre. Qu'est-ce qu'on déguste? Je vous ai dit bonne année? Et non. Non. Bonne année à tous. Bisous. Et surtout la Aussi bien santé. que l'an dernier. Du coup, on peut remplir les verres peut-être là. C'est pour la santé, c'est bon pour démarrer l'année. On commence par quoi alors? Le blanc ou le rouge? On va commencer par le crément peut-être. non Bah allez, c'est parti sur le crément. Toi, Georges. Cigarette after steak, after steak, non, after sex. C'est déjà le verre de trop. Ah bah alors ça serait dommage, j'ai à peine trempé les lèvres dans ce petit crément. Each time you fall in love. Voilà, c'est pour démarrer ce Qu'est-ce qu'on déguste. Un Qu'est-ce qu'on déguste réalisé, donc premier Qu'est-ce qu'on déguste de l'année, réalisé dans les studios de CFM Montauban au 5 boulevard Garrison. Je précise l'endroit parce qu'il va y en avoir qui seront faits en extérieur dès qu'on pourra bouger, dès qu'on aura l'autorisation. On ira se flanquer dans vos bistrots, dans vos restos, dans vos caveaux. On arrive, on est prêt, on est chaud. Non, c'est vrai, on va y retourner sur le terrain, les gars. Putain, n'en parle pas. Pour le moment, donc on l'a joué à domicile en recevant Rémi Bessou, donc 4e génération de boulanger à Saint-Étienne-de-Tulmont, qui a fait prendre un virage bio à la boulangerie Bessou. C'était son papa qui avait la boulangerie avant, et si j'ai bien compris,
il n'était pas dit qu'ils reprennent l'affaire il y a quelques années encore, Rémi Bessou. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu boulanger comme papa et comme grand-papa et 4 générations, quoi. Alors, au tout début, je dirais c'est la facilité. J'avais tout dispo. Et bah, après, ça a été plus. Après, c'est après que c'est venu sur la passion. Et c'est après avoir fait une formation. À la base, j'ai eu mon bac commercial. Ouais. Et après, je suis parti sur Aurillac travailler à l'école de MOF d'Aurillac pour pouvoir. MOF, meilleur ouvrier de France. Oui. Est-ce que quelqu'un peut lui baisser un peu le micro pour qu'il soit bien à l'aise pour parler, parce que comme sinon, ça. ouais, voilà, super. Comme ça, il s'éteint. Sinon. Oui, du coup, je suis parti là-bas sur Aurillac pendant 2 fois 6 mois pour faire mon CAP boulanger et pâtissier. Et c'est après ça que du coup, c'est avec l'obtention du CAP que j'ai décidé de reprendre. D'accord. Et ça, c'était quand? C'était en 2007 et 2009. Ok. Et justement, ensuite, en 2009, quand je suis rentré, j'ai eu mon beau-frère avec qui travaillait, qui a travaillé avec Philippe Audard, justement. Ouais. Et il a travaillé pour nous. Et lui, de son côté, Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait boulanger. D'accord. Lui, il était boulanger, mais en fait, pendant 1 an, on lui a loué tout ce qui est matériel local pour qu'il puisse monter son affaire. Et c'était 2 structures différentes. Et lui, il a monté tout ce qui était bio. Et il a fait ça pendant 2-3 ans sur les marchés, vente directe sur les marchés, vente directe en magasin aussi. Et après, quand il a voulu arrêter, moi j'ai repris derrière et j'ai fait prospérer l'affaire. D'accord. Et aujourd'hui, le bio maintenant il prend une grande partie de l'affaire. D'accord. Et pour combien de collaborateurs? Voilà, c'est ce que je voulais demander. De gens avec qui je sers, avec qui tu travailles? Avec qui je travaille. Donc combien t'as de personnes, je veux dire, dans tes équipes? Oui, dans mon équipe, on est 14 en tout. Ah oui. On est 14, mais parce que je compte les apprentis. On est 9 salariés et 5 apprentis. Une belle entreprise artisanale. Ouais, ça s'est monté. On était moins de 10 il y a encore 2 ans, quoi. Bravo. Et tout ça dans l'atelier de Saint-Étienne? Oui. C'est ça. Oui. Alors, il y a un atelier à Saint-Étienne, plusieurs points de vente. Comment ça marche aujourd'hui, la boulangerie? Alors, en fait, on a l'atelier à Saint-Étienne où on fabrique tout. On fait 5 marchés semaine. Ouais. Donc, du coup, on est sur Montauban, sur Fronton, sur Montricou et sur Moissac. On fait 2 fois Fronton. C'est pour ça que je dis 5. Et puis il y a quand même la boulangerie à Saint-Étienne de Tulmont. Il y a le magasin, oui, bien sûr. Il y a le magasin et les différents magasins bio sur Montauban et sur Cahors. On va jusqu'à Cahors aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être boulanger bio? Ça veut dire essayer de travailler, travailler avec le plus artisanalement possible, avec des produits locaux, travailler avec des producteurs locaux. Donc ça veut dire que la farine, elle vient de. Je travaille avec Moulin de Rivière. C'est dans le Tarn. Ouais. Et après, travailler tout ce qui est produits nobles, en fait, de la tradition française, mais sans améliorant. D'accord, mais ça c'est une longue fermentation aussi. Le circuit est validé comme étant bio par oui, j'ai un label tous les ans, je suis contrôlé. 2 fois par an d'ailleurs. Nous une fois par an. Il n'y a pas le contrôle inopiné chez toi? Non, pour l'instant non. Peut-être maintenant suite à l'émission. Non, en général il passe. Suite à l'émission, c'est le contrôle fiscal, c'est pas vrai. Ouais, fiscal. Et en général il appelle et puis il passe. Si je vous dis une bêtise, j'ai eu l'année dernière, j'ai eu un contrôle sur un pain justement sur le marché de Montricou. Ils sont venus, ils ont fait analyser un pain et il est revenu nickel. D'accord. Bio 100%. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors aujourd'hui, c'est la saison des galettes. Ouais. Et justement, je suis parti vraiment sur des galettes parce que le feuilletage est 100% bio. Frangipane bio. C'est pas facile à faire du feuilletage. Et justement, oui, ça le domaine du 3 jours, en fait, on le fait sur 3 jours le feuilletage. D'accord. Alors, garde-en un peu pour après. Tu vas nous expliquer ce que je vous propose, un petit peu d'organisation. Bonjour à Émilie qui vient de nous rejoindre. Bonjour. L'éternel retardataire. Non, c'est pas ma faute. J'ai fait la photo de classe du conseil municipal de Nègrepelisse. Elle a profité pour se placer, t'as remarqué? Et dire qu'elle a failli être un. Ah oui, c'est l'actrice.
Alors, bon, ça y est, on a dit bonjour à Émilie qui nous a apporté un brie truffé. Un brie à la truffe, fraîche. Par contre, ce qui est quand même un comble, c'est qu'on a un boulanger, on n'a pas de pain. Ah ouais. Non, mais on a un boulanger, on a du fromage truffé, on a son pâté, on n'a pas pensé au pain. Bah attends, je vais aller en chercher. Ouais, voilà. Ouais. Pendant ce temps, C'est bien d'avoir une femme ici. petite organisation donc. Georges, Ouais, on est parti sur une nouvelle chronique pour 2021. Je sais pas si c'est la première C'est fois ça que je viens. Alors, une nouvelle chronique jazz, souvent on sépare les musiques. Le jazz, on pense que c'est une musique un peu extraterrestre, qu'elle est séparée de la musique normale, traditionnelle ou de variété. C'est un petit peu vrai, mais surtout très faux, parce que beaucoup de musiques traditionnelles sont devenues des standards de jazz, et même des morceaux français sont devenus des standards, comme par exemple les Feuilles mortes de Prévert qui sont devenues Autumn Leaves, My Way de Claude François qui a fait le tour du monde et qui est devenu un standard de jazz, et beaucoup de morceaux français ou inversement de morceaux américains de jazz sont devenus des standards de la musique française ou ont été chantés par des Français. Et là, ma chronique cette année, ça sera de rapprocher ces musiques que on peut penser éloignées et qui sont finalement très proches. En France, il y a un musicien qui a plongé vraiment là-dedans, c'est Claude Nougaro, qui lui a repris un paquet de morceaux de jazz, qui les a francisés. Et ensuite, une personne qui a chanté aussi beaucoup de morceaux français aux États-Unis, c'est Louis Armstrong. Et là, Nougaro, évidemment, le titre qu'il a le plus fait connaître et qui se rapproche le plus de jazz, s'appelle Armstrong. Alors, normalement, là-dessus, on trinque et on coupe des parts de frangipane, non ? Ouais. C'est cool, ça. Allez. Après, moi, ça m'est égal. Non, j'ai dit, on démarre par la frangipane ou vous voulez pas démarrer plutôt par le salé, peut-être ou... Il faudrait commencer par le salé quand même. Moi, je fais comme vous voulez. J'ai pas de tête pour l'instant, donc je tout seul. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, elle manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la foire, on voit toutes tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça devient chaud. J'ai froid, oh moi, qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge sans prévenir pour qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Alors vous avez écouté Claude Nougaro qui chantait Armstrong, et la musique originale de ce morceau français qui s'appelle Go Down Moses, qui est un négro spirituel traditionnel, qui va être, lui, interprété par Louis Armstrong. Il s'appelle Go Down Moses. C'est presque synchro. Il faut dire qu'on n'a qu'une seule platine. Moses, way down
pressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell them Pharaohs to let my people go. Let my people go. Alors Louis Armstrong dans le titre Go Down Moses, qui était son disque Le Good Book, un des meilleurs disques de Louis Armstrong et un des meilleurs disques de Negro Spiritual. Et c'était la version américaine du morceau de Claude Nougaro, Armstrong. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste juste après ça. CFM. Il est 18h. CFM. CFM. En direct de la place nationale. 101.2. L'Esprit Rock. Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Alors pour ceux qui prendraient le train en marche, on est en studio 5 boulevard Garisson à Montauban. Notre invité aujourd'hui c'est Rémi Bessou, 4e génération de boulanger à Saint-Étienne-de-Tulmont pour le magasin et l'atelier, mais un petit peu partout sur les marchés du Tarn-et-Garonne et même du Lot. Si j'ai bonne mémoire, hein, Rémi Bessou, dans le Lot aussi vous avez, non ? Oui, mais c'est pas un marché dans le Lot, on livre un magasin, on livre les Biocop du Lot. D'accord. Voilà, donc parce que une des particularités de la boulangerie Bessou, c'est que c'est une boulangerie bio. Les deux, bio et conventionnel. Ah oui, d'accord. Oui, il y a les deux produits. En fait, à la base, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient sur le conventionnel. Et la branche bio est venue qu'avec l'arrivée de mon beau-frère en 2009, quoi. D'accord. Et surtout l'arrivée du bio. Et l'arrivée du bio, oui, mais elle y était déjà un peu avant. Il y en avait déjà avant quand même qui en faisaient. Mais après, de toute façon, on l'a vu au fur et à mesure, le bio c'est monté. Ça a pris une proportion énorme, quoi. Ton grand-père, à l'origine, il faisait du bio, sans le savoir. L'arrière-grand-père, oui, parce que le grand-père, non. Les années 60, tu vois, c'était je crois, la pire époque pour l'agriculture, pour les produits phytosanitaires. Tout ce qui non, je me trompe. Non, je ne trompe pas du tout. C'est ça. Et vu les conditions en plus de travail qu'ils avaient, avant ils pétrissaient. On a encore la mée là, dans laquelle ils pétrissaient. C'est une grande cuve en bois où lequel ils mettaient la farine, l'eau, le levure, sel et tout, et ils pétrissaient à la main avant. Ouais. Les conditions de travail. Est-ce que dans ta pratique, dans ta formation, est-ce qu'à un moment, quand on devient boulanger, on demande une fois de le faire à la main pour savoir comment c'était avant? Oui, quand on passe le CAP, ils nous le font faire. Ouais. Ah ouais. Oui, bien sûr. Voir, mais bon, puis même à la maison, de toute façon, on est tous là à faire des recettes. On pétrit forcément à la main. Hein. Ouais. Ah, moi j'ai essayé le pain depuis pas longtemps. Je m'attendais à goûter le tien. J'ai vu Nathalie qui me disait que tu faisais du pain tous les jours, mais pour elle et pas pour nous. Je fais effectivement du pain tous les jours, mais là j'en ai pas fait. Effectivement, oui, c'est quelque chose que je trouve finalement assez plaisant de faire son pain. Il y a une espèce comme ça de. En fait, tu l'as pas amené parce que tu voulais pas tomber sous la critique d'un apprenti et d'un professionnel. De geste, c'est ça. Non, mais il y a une espèce de geste comme dans les arts martiaux de kata, tu sais. Il y a un truc, un recentrement. Un recentrement, oui, c'est ça, un recentrage sur soi-même, tu vois. Il y a un truc sympa dans ça. Puis t'es obligé d'attendre, il faut être patient. Il y a quelque chose de primitif aussi. Ça t'évite d'avoir à consulter, si j'ai bien compris. C'est ça. Est-ce qu'on a encore, quand on est boulanger de profession et chef d'entreprise, parce que 14 salariés quand même, est-ce qu'on a encore le temps justement d'avoir un peu cet esprit-là, cette méditation, ce rapport à ce pain nourricier à la pâte, ouais. Bah, on est obligé de l'avoir, hein. On est obligé de l'avoir parce que quand on doit pétrir, vu qu'on pétrit la veille pour le lendemain, nous on fonctionne
en pousse, ce qu'on appelle pousse lente. Donc en fait, on pétrit la pâte, on y met une quantité de levure, on la façonne, on la laisse poser et après on la met en chambre froide et elle pointe jusqu'au lendemain. On est obligé à chaque pétrissage de vérifier la texture de pâte pour pas que pendant la nuit, vu qu'elle va poser pendant 18 heures, qu'elle ne déborde pas, qu'il n'y ait pas trop de levure, que la pâte soit bien, la texture soit bien. Donc on est tous les jours en train de regarder la pâte. Hein. Ouais, j'ai une attention comme ça de tous les instants. Tout le temps. Vous dites levure, c'est la même chose, levain, pas levain. Vous faites du pain au levain aussi oui, ou pas? Oui. Ouais. Ben, tout le pain bio. Tout le pain bio est au levain liquide qu'on appelle. Il n'y a pas de levure dedans. Et ça, c'est vous qui le faites. Votre petit secret de fabrication de votre levain alors? Il n'y a pas de secret. Un levain. Il n'y a pas de secret. Disons que le secret, c'est le rafraîchissement. C'est le même levain qu'on a depuis 2009. On le rafraîchit tous les jours. Ouais. Et c'est le même levain. Le levain de farine semi-complète et c'est un rafraîchi tous les jours. Donc de l'eau et de la farine. De la farine. Après, il faut le faire démarrer. Après, il y a un petit. C'est ça, il y en a qui mettent du miel. La petite maîtrise du boulanger pour le faire démarrer le levain, quoi. Mais après, c'est tout. Ouais. On peut rappeler c'est les proportions. Ce que c'est que le levain, Philippe? Tu peux rappeler ce que c'est, comment ça marche? Le levain, c'est ce que vient d'expliquer Rémi, c'est-à-dire un mélange d'eau et de farine. Là-dedans, à partir du moment où les deux sont mélangés, les levures naturelles démarrent tout simplement à certaines températures parce qu'on est en aérobie. C'est les levures qu'on a dans l'air, c'est ça hein? Et le sucre. Il faut du sucre parce qu'on met pas de levure pour le faire démarrer. Et à partir de là, tu as avec ce levain-là, à la base pour faire lever, avec un peu de levain, on fait lever beaucoup de pétrins. Ça. Beaucoup de une grosse pétrissée, c'est-à-dire la proportion. Je sais pas, tu travailles à quel pourcentage? Nous, tous les jours, là, on fait à peu près 100 de litres de levain par jour. Maintenant. De levain pour combien de kilos de pâte? Liquide pour ça dépend des jours, à peu près 80 kilos, 80, non plus que ça, plus de 100 kilos de pâte. Hein. Ouais, voilà. En termes de pâte, oui, beaucoup plus. Combien de litres pour 100? Mais on le rafraîchit. En fait, il faut qu'on se garde. En fait, on se rafraîchit toujours plus que la quantité qu'on a besoin. Parce qu'après, il faut rafraîchir pour le lendemain. Donc, en gros, si on a besoin pour une journée de 60 litres, on va rafraîchir 100 litres. Pour après avoir 40 litres pour rafraîchir. Quand tu dis rafraîchir, ça veut dire quoi? Oui, rafraîchir, c'est mélanger l'eau, la farine et le levain. D'accord. En proportion égale. C'est-à-dire, on garde on mélange. Un peu. Et par contre, on le fait tous à la main, ça. Ah ouais. Là, c'est le travail, on va dire. C'est le travail qu'on fait faire aux apprentis un peu. Bon, on le fait aussi. Ouais. On fait faire aux apprentis, on mélange à la main. Comme ça, ils ont la sensation de la texture, justement. Et ça leur fait apprendre, quoi. Le risque sur un levain, je parle sous ton contrôle, Rémi, mais le risque d'un levain, c'est d'avoir quelque chose qui soit pas suffisamment rafraîchi ou qui se détériore et qui donne une certaine acidité. On trouve des pains acides avec des levains qui sont mal travaillés de manière générale. Après, oui, c'est ça. Mais c'est une question de température surtout. En fait, le vin, il sera plus ou moins acide ou lactique si on le conserve à en dessous de 8 degrés ou au-dessus de 8 degrés. Tu fais du pain de seigle? Oui. Sur le vin de seigle ou non, sur le vin on garde toujours les mêmes levains. D'accord. Petit épeautre, que ça soit petit épeautre, farine de seigle ou farine complète, on garde le même levain. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va faire une pause dans cette conversation de la boulange pour partir du côté de Saint-Antonin-Nobleval pour une nouvelle rubrique. Alors, je suis ravi. On a des pérégrinations. Un jeune reporter là, qui va maintenant directement sur le terrain. Monsieur Philippe Audard prend son micro et va à la rencontre des atypiques, un peu des originaux et de ceux qui ont des choses. Alors, si tu veux bien. Non, mais si tu veux bien, on va lancer juste le premier reportage, la première partie du reportage que tu m'as ramené, et puis tu commenteras la suite parce qu'on va pas pouvoir le diffuser en entier, mais on renverra. C'est une bavarde, elle a parlé très longtemps. On renverra les auditeurs évidemment on renverra les auditeurs sur le site pour le podcast intégral. Alors. Attention, on y va. Salut Patricia, voilà, on est aux Ateliers Occitan à Saint-Antonin, rue de la Pélisserie, juste avant la halle, une épicerie haute en couleur avec une forte présence des produits locaux, donc une épicerie qui est ouverte que tu as commencé à travailler en 2011.
pour travailler le sourcing auprès des producteurs locaux, puisque les ateliers occitans, c'est avant tout de la production locale. Ensuite, tu as ouvert en 2012 ? En 2012. 2012, voilà. Et pour déménager ici, dans cette belle épicerie au sol de plancher très authentique, en 2013. Voilà, aujourd'hui, vous êtes 3 collaborateurs à travailler sur cette épicerie et on trouve à peu près de tout, quoi, des vins, des fromages, de la viande. On trouve même des crustacés, ce qui est quand même remarquable, et du poisson, des épices et puis tout ce qui fait une belle épicerie. Et alors, Patricia, moi je veux te poser une question sur la production locale. Qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aller chercher des produits locaux et travailler avec les producteurs d'ici ? L'idée en créant ce magasin, Philippe, tu vois, c'était peut-être de réunir un peu tous les producteurs que je faisais, que je trouvais pour faire mes courses lorsque j'habitais en ville, et de réunir tout le monde dans un seul et même magasin, avec cette rigueur du meilleur au meilleur endroit. Et aussi, bien sûr qu'il faut faire attention au prix, mais avant tout, c'était de choisir des producteurs qui avaient de l'idée, des producteurs qui travaillaient avec des produits autour de chez eux, donc on va parler de transformateurs aussi, parce qu'on a démarré l'épicerie qu'avec des petits bocaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frigos et de produits frais, mais le tout démarrage de l'entreprise, sans aucune visibilité, il fallait créer une clientèle, et pour pérenniser le démarrage, on a travaillé qu'avec des transformateurs. L'idée de travailler avec des petits transformateurs bio, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter des palettes de légumes bio Indus pour faire leurs produits. Et là, ça donne de la qualité. Aussi, on a regardé les pourcentages. Parce que certains, dans le bio, même petits producteurs, parfois, te proposent une terrine de caviar d'aubergine avec 14% d'aubergine. Ce qui était juste inacceptable, surtout à la question et alors, qu'est-ce que vous mettez d'autre ? De la fécule de pomme de terre, me répond la productrice. Pour que ça tienne. Je dis, mais dans ces cas-là, il faut appeler ça terrine de fécule de pomme de terre et non pas de caviar d'aubergine. Donc dès le début, pour résumer en fait, Philippe, dès le début, ça a été un gros travail de goûter tout, de vérifier comment il travaillait, et ça a été la rigueur. J'ai la chance d'avoir un époux qui me suit vraiment bien sur l'entreprise. C'est un rigoureux, c'est un matheux, c'est un technicien et un haut en couleur côté gourmet. Pour lui, la qualité est avant tout le premier des gages et ça passait par cela, par tout goûter. Donc tous les producteurs qui entrent dans le magasin sont goûtés, testés, échantillonnés. Voilà. D'accord. Et donc la difficulté, là, comme tu me l'as dit, de travailler avec les producteurs locaux, tu as combien de fournisseurs localement ici ? Sur la région Occitanie, puisque de toute façon, ce sont les ateliers de nos producteurs Occitan avant tout, Occitan, donc ça c'est le nom du magasin, Atelier Occitan. On va compter 150, 180 producteurs annuels. Mais on a un panel avec qui on va travailler plus fortement sur 2 ans et on va le laisser tranquille pendant 1 an. Donc on a un panel d'au moins 40% de plus de producteurs autour de nous qui nous suivent. C'est bravo ça. Ça c'est une très belle performance. Là on est dans la cave à vin. Voilà, et là on va couper en deux ce reportage que tu nous as apporté. Bravo pour ce premier reportage de l'année 2021 dans c'était très agréable. Je dois dire que j'ai très bien accueilli par Patricia et ses équipes. C'est une équipe de filles. Et on a enregistré dans la cave à vin. Alors on n'a pas eu le temps de parler de la cave à vin, mais c'est quand même assez remarquable parce qu'elle a déjà une sélection de tous les vignerons Quercy, vignerons du Gaillac, vignerons de Fronton. Elle est en vin nature ou vin bio. Elle pratique des prix tout à fait abordables. Elle est très très modeste sur les prix. Et puis une sélection plutôt sympa dans son terroir. Donc Patricia est passionnée par son métier. Elle passe son temps dans son épicerie. C'est une épicerie qui... Vous savez, ces épiceries qu'on voyait... Alors, l'épicerie italienne qu'on trouve un peu, on est un peu dans cet esprit-là, c'est très vivant, c'est un peu le bordel. Oui, mais c'est ce qui la rend vivante justement. De bric-à-brac, c'est un peu de bric-à-brac, mais c'est très atypique. Donc finalement,
dans le milieu de la distribution qui s'est extrêmement standardisé à tout point de vue, on a quelqu'un qui là continue à faire son métier passionnément pour ses clients. On l'avait déjà rencontré dans Qu'est-ce qu'on déguste. Ah oui, elle était venue. Oui, on avait fait un Qu'est-ce qu'on déguste à Saint-Antonin-Nobleval à la base de loisirs de pédalo. C'était il y a quelques années. Il y avait même Davy Reed qui avait fait un petit live avec sa guitare et qui avait chanté de belles chansons. Et c'est là qu'on avait fait sa connaissance. Et effectivement, un personnage tout à fait atypique. Elle nous avait amené de très très bonnes bouteilles. Elle nous avait dit à ce moment-là que quelques vignerons venaient le dimanche matin faire un peu des démos et des dégustations. Le dimanche matin, c'est une ambiance particulière parce que les vignerons sont là, elles déballent dans la rue et puis c'est la fête, quoi. C'est vraiment sympa, c'est convivial. C'est une fille très généreuse. Voilà. Le reportage est à retrouver dans son intégralité sur cfmradio.fr. Tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on parle du brie truffé que nous avons annoncer peut-être le prochain sujet qui sera sur les jarres crues. Fabrique de produits lacto-fermentés. Julie, une fille encore. C'est étonnant que tu vas toujours vers les filles pour faire les reportages. Non, mais il y a quelques qui savent travailler peut-être. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors, on est en train de déguster un brie truffé. Émilie, ça vient d'où ? Je l'ai fait moi-même. Alors, j'ai acheté dimanche matin, pour recontextualiser, un brie sur le marché de Saint-Antonin. Je l'ai ouvert en deux et après, je vais vous donner la recette. C'est-à-dire que j'ai acheté aussi de la truffe sur le marché de Saint-Antonin, de la truffe très fraîche, de très bonne qualité. Cueillie de la veille. Et ça, c'est un peu le secret. Et ça, t'arrives à pas te faire avoir. Tu sais quand tu l'as sur le marché. J'ai un pif d'enfer. Ah ouais, tu la reconnais. Surtout qu'on est en confiance avec. On est en confiance avec qui on l'achète. Voilà. Parce que des fois sur le marché, tu vois, elle a pris le gel ou un truc comme ça. C'est sur le marché, mais c'est pas vraiment sur le marché, tu vois. On te la fait pas, toi, quoi. Sinon, tu rappelles que t'es au conseil municipal de Nègrepelisse. Bon, c'est ça. Donc, un devoir d'exemplarité. Ouais, c'est ça. Et future sénatrice. Non, arrête. Arrête, députée, oui. Alors, ça suffit. Donc, je fais que du local, tu vois. On mange du brie local et de la truffe locale. Donc, la petite recette, c'est. Le brie, c'est pas local, c'est. Le brie, c'est pas trop local. S'il vous plaît, laissez-moi ça parler. suffit. Allez, donc la truffe de très bonne qualité. J'ai acheté de la mascarpone. J'ai râpé très finement la truffe et je l'ai mélangée à la mascarpone. Et ensuite, j'ai passé la truffe à la mandoline pour faire des lamelles de truffe. Donc, ça, c'est les trois choses à faire. Vous ouvrez le brie en deux, vous tartinez les deux côtés, je précise bien les deux côtés. En fait, ce que j'aime, c'est pas le brie, du coup. C'est la mascarpone. C'est juste le support, le brie, tu vois. C'est comme une œuvre de soulage. La toile, c'est juste le support. Donc, tu tartines les deux parties bien généreusement. Alors, il faut que la mascarpone ne soit plus blanche. La truffe se veut généreuse. Donc tu tartines les deux côtés du brie et ensuite tu râpes à la mandoline. Et c'est ça le secret en fait. Il faut râper à la mandoline la truffe. Comme ça tu as les petits morceaux sous la dent. Et ensuite on referme, on attend 3 jours et on le mange au bout de 3 jours. C'est merveilleux. Mais c'est très bon. C'est magique et c'est l'heure de Baxter Dury. I'm Not Your Dog. Encore un extrait de la bande originale de cette bande dessinée qui vient de sortir, Le Dernier Spirou par Christian Durieux, Pacific Palace. Je vous en parle juste après. I'm not your fucking friend. Trying to be though. Trying to feel it. Trying to be it. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien.
following you everywhere. Some people like to show, some people like to watch, and I watch a bit too much, but you show too much. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien. Alors voilà, ça c'est donc Baxter Dury, I'm Not Your Dog. Et alors si je vous fais écouter ça aujourd'hui dans Qu'est-ce qu'on déguste, c'est parce que ça fait partie de la bande originale de Pacific Palace. Pacific Palace, c'est le titre du dernier Spirou. Vous savez que Spirou, c'est quand même, ça date de 36 ou 38, quelque chose comme ça, 1936 ou 37 peut-être, le premier Spirou qui est sorti. Et depuis, il a été confié à de très nombreux auteurs. Évidemment, c'est de la BD belge au départ, avec un trait comme ça très fin. Et parfois, c'est allé un peu dans toutes les directions. Il y a même eu des auteurs et des dessinateurs qui étaient très stylés manga. Et donc là, ça a été confié à Christian Durieux. C'est une bande dessinée du coup qui s'éloigne un peu du style habituel, du style enfant, on va dire, qu'on a l'habitude pour Spirou, et qui est plus sur la BD adulte, en tout cas au niveau du trait. Et même peut-être au niveau du sujet, puisque ça va raconter l'histoire de Monsieur Paul qui tient le Pacific Palace, qui a embauché Fantasio, qui s'est fait virer de son journal, et qui, avec Spirou, va être habillé de la même manière. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un Spirou, même si je suis pas un fan de la BD, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Spirou où Fantasio et Spirou aient tous les deux le costume rouge. Là, c'est le cas, ils ont tous les deux le costume rouge. Et alors, ils travaillent dans cet hôtel où va arriver Iliex Corda, dictateur déchu du Karadjan. Et donc là, on parle politique, on parle trafic d'influence, on parle de tout ça dans cette belle BD. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que Marc Domail, qui est le fondateur du groupe Cocoon à l'époque, et qui aujourd'hui est tout seul, puisque c'était un duo avec une nana, Cocoon, il est maintenant tout seul pour le faire, signe un titre qui sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que je vais vous faire écouter maintenant. Alors Cocoon, vous vous rappelez ce que c'est quand même? Vous vous rappelez Cocoon ou pas? Cocoon, c'était ça. Allez, je vous rappelle Cocoon quand même, c'était ça. 2006, 2007, c'est pour ça commence à dater. Maintenant, il y a plein de gens qui ont appris à jouer du ukulélé avec ça, parce qu'il y a 3 accords, une petite flûte. Basse, petite balade. Ouais. Voilà, tu te rappelles de ça? Je me rappelais pas, non. Ouais. C'est très sympa. Maintenant, je me rappelle. De l'entendre, oui, mais sinon. Tu vois, à ton âge, tu l'as appris à l'école, je suis sûr, ça. Quand même pas. J'avais déjà le bac en 2006. J'avais fini l'école. Tu fais jeune alors. Ah ouais. C'est ça. Bref, aujourd'hui. C'est le travail de nuit qui fait ça. Le titre de Cocoon, c'est Blue Night, et c'est celui-ci. Cause I'm starting to miss you. Are you staring at the sea? It's what I'm doing too. Some kisses are painful, and I told you to beware. Alors, inutile de vous dire que, évidemment, Spirou tombe amoureux dans cette bande dessinée. Mélodie langoureuse, ça. Faut pas avoir le moral à zéro, quand même. C'est ça. À mon avis, il faut être à 2 pour écouter ça. C'est un peu effectivement mélancolique, tout ça. Ouais, mélancolique, à la fois romantique. Moi, et donc, c'est ce que écoutait, en fait, l'auteur, avec, entre autres, ce que je vous ai mis tout à l'heure, Baxter Dury, tout ça, en dessinant un palace, donc Pacific Palace. Voilà, le dernier Spirou. Donc Patrick Durieux qui a fait et les dessins et le scénar. Non, Christian Durieux. Christian Durieux qui a fait le dessin et scénar. Ouais. Ah oui. Ouais. Voilà, affaire à suivre, donc... Merci pour cette découverte, Rémi.
Ah bah écoutez, avec plaisir, je suis là pour ça. Le cultureux de la bande. Après Émilie. J'essaye simplement de remplacer ceux qui sont pas là. C'est pas la même culture. Les Christophe Bory, les Philippe Audard, Merci, je suis toujours là, mais pour la culture, tu m'oublies. Ça dépend de la culture du vin. Il nous reste. Toi, je sais que t'aimes bien James Coons. Il nous reste 1 minute 45. Il nous reste 1 minute 45. Qui c'est qui la veut, cette minute 45? Si vous avez des infos ou des choses comme ça. Ça va être un peu plus long qu'une minute. Moi Oui, ben juste, on a participé l'année dernière, du coup, à la meilleure boulangerie de France. Ils sont venus filmer. C'était sur M6, ça. Oui, sur M6, oui. Cool. Donc, ils sont venus filmer, Norbert et Bruno sont venus le 2 juin filmer pour la saison 8, du coup, qui va démarrer le 18 janvier 2021. Donc ils commencent par les pays de la Loire et nous, côté Tarn-et-Garonne, on devrait être diffusé entre le 15 et le 20 février. Ah, super ça. Oui. Ah d'accord, moi je croyais que ça avait déjà été diffusé. Non, pas encore. Et donc là, du coup, c'est la série qui va être diffusée, donc c'est l'embargo total, on sait pas. Ah oui, on sait pas du tout. Là, ça va être diffusé. Quoi. Ils ont été en retard à cause du Covid, bien sûr. Ils ont pris beaucoup de retard. Ils ont pratiquement pris 1 an de retard. Et du coup, c'est vrai qu'on sait pas si c'est saison. Du coup, est-ce que c'est la saison 2020-2021 ? Bon, ça a été fait en 2020. Oui. Et c'est vrai qu'au final, on ne sait pas vu que c'est diffusé en 2021. Mais comme c'est enregistré, tu sais si tu as gagné ou pas ? Ça a été enregistré en 2020, mais diffusé en 2021. Et alors, t'as gagné ou ? Ah, ça, c'est secret. Il faut regarder M6. Voilà. Ah, tu peux pas le dire. 18h45. Tu peux pas nous le dire alors. C'est ça. Non, on pourrait faire un scoop ce soir. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et puis moi, je me fais lyncher après. C'est ça. Après, c'est grillé. Qu'est-ce qu'on déguste ? Ça continue après ça. 107.9. CFM. Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Ouais, voilà, d'habitude, il fut un temps, en 2020, à chaque début de demi-heure, on débouchait une bouteille. Il faut croire qu'on est plein de bonnes résolutions cette année. Ouais, et surtout que... on consomme moins. Parce qu'on en a débouché que 2. Et que Philippe Audard a une mauvaise influence sur nous, puisqu'il a arrêté de boire. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Il est enceinte. Et en plus, il avait dit j'emmènerai de la J'ai ginger. pas arrêté de boire, je bois toujours des jus de fruits, des sodas. Ouais, mais c'est des smart drinks. Mais ça tombe bien s'il y a le Covid, mais le jour où le Covid va être ouvert, je pense que ça va être plus compliqué. Tu pourrais peut-être nous faire une chronique sur qu'est-ce qu'on peut boire quand on ne boit pas d'alcool. Je peux faire une chronique sur. Sur l'abstinence, sur la vie monacale. Oui, non mais tu as la vie monacale. Je trouve que tu as une bonne, tu l'as fait dans le bon timing. Ouais, par exemple, Georges et moi, on a l'alcoolisme mondain. Si tu veux. Là, pour faire des mondanités aujourd'hui, c'est compliqué. On a arrêté de boire, on n'est plus du tout alcoolique, mais on n'a pas fait exprès. La vie monacale a quand même du bon en Belgique. Parce qu'il y a quand même quelques abbayes où on brasse de bonne bière. Carrément. Notre invité aujourd'hui, c'est Rémi Bessou, boulangerie Bessou à Saint-Étienne de Tulmont dans le Tarn-et-Garonne, présent dans des biocopes dans le Lot, sur des marchés dans le Tarn-et-Garonne, notamment celui du samedi. De Moricou. Oui, Moissac le samedi matin. Ouais. Et Montauban le mercredi après-midi. D'accord. Moricou le vendredi matin. Moricou le vendredi, jeudi à Fronton et le dimanche à Fronton aussi. Et là, c'est toi qui y vas ou t'as des personnes? Non, Pascal, en fait, si je me trompe pas. Je les ai démarrés. Non, Pascal, il travaille plus. Il travaille plus pour nous. Tu fais plus rien, en fait. Je les ai démarrés, c'est ça. Moi, je gère déjà avec 14, je peux vous dire que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on est boulanger et qu'on a 14 salariés? De la paperasse? Non, pas que. Non, j'y suis le matin, mais déjà remplacement début de semaine, tout ce qui est mes remplacements congés. On fait surtout bouche-trou quand on est patron. Ouais, c'est ça. C'est surtout bouche-trou, ouais. Remplacement. Après, par exemple, là, cet après-midi, il fallait que je recuise des coques, donc cuisson cet après-midi. Les recettes des coques, c'est les tiennes, c'est celles de ton père, c'est ancestral, c'est pas, c'est comment ça marche? Non, c'est pas ancestral, non, c'est les miennes. Disons que chaque année, on fait on refait des tests chaque année pour les coques, et
Comme ça, on essaie d'avoir un nouveau produit chaque année. Il y a un truc qui me... Parce que moi, je suis cliente chez toi, j'habite à Nègrepelisse. D'accord. Il y a un truc qu'il faut La semaine dernière, elle nous disait qu'elle était cliente. Qui c'est qu'on a appelé la semaine dernière? C'était Cournille. Mon copain Cournille. Non, mais en fait, Rémi, je te rassure, elle dit ça à chaque fois. Et ça se voit qu'elle fait la politique maintenant. Non, mais c'est différent. Cournier, c'est mon copain, c'est mon ami Julien depuis 20 ans ou 30. Enfin, on s'est connus. Bon, vous êtes pas fâché avec Cournier. Pas du tout. Mais non, mais quand je passe, je m'arrête chez toi. Oui. Et j'ai le souvenir. Tu passes une fois par an sur cette Pas du tout. Et la tradition voulait que chez moi, pendant les vendanges, quand on fait les vendanges, on commandait à ton père, c'était à ton père, qu'on commandait les fameuses croustades. Et ton père avait un secret, alors je sais pas si tu as gardé la recette, il y a un parfum dans cette croustade qui est extraordinaire. Alors ça, c'est pour éviter de changer la recette. Ça... Ah non, on change pas. Mais les croustades, vraiment on en fait... c'est le produit phare. Hein. Ouais, c'est très très bon. Alors, moi, je suis sur la galette, je peux dire que c'est excellent. Ouais, mais je vois ça. T'es pas très poli, quand même. Non, jamais. Vous faites les vendanges dans ta propriété? Encore un peu, ouais. Ouais, mais on n'a jamais vu de bouteille. Non. Ça a été tellement mauvais cette année. Ils boivent tellement que... Est-ce qu'on peut se concentrer sur notre invité, s'il vous plaît? Rémi Bessou, pendant que quelqu'un m'apporte une part de cette galette, vous nous racontez ce que vous nous avez apporté. Et pourquoi vous nous avez apporté ces deux-là, s'il vous plaît? Alors oui, là j'ai apporté du coup 2 galettes et j'ai voulu différencier. J'ai apporté, alors les 2 galettes sont en bio, donc farine bio, beurre bio. Et j'ai voulu différencier. J'ai apporté une galette à la noisette avec des noisettes torréfiées et mixées et mises après cuisson. Et une autre galette nature, de la frangipane nature classique. Alors celle que j'ai là, moi, c'est quoi? Ça, c'est nature. Ça, c'est la nature. On y va, attention. Allez. Et ça, c'est la... Et ça, c'est la noisette, ouais. On entend bien le feuilletage. Le feuilletage est bien croustillant. Ouais. Ouais, je vais prendre celle-là. La recette, s'il vous plaît. Alors, une recette de pâte feuilletée. Par contre, qu'on travaille sur 3 jours. Donc c'est super compliqué la pâte feuilletée. C'est hyper compliqué, ouais. Parce qu'en fait, il faut vraiment laisser du temps à la pâte, parce que si on veut aller trop vite, elle se déforme. Et pour que la galette soit vraiment ronde, il faut laisser pratiquement une journée de repos entre toutes les phases. C'est-à-dire, on fait on la tourne, on fait 6 tours doubles et on fait 3 tours doubles une journée. Ça c'est du jargon de boulanger. Oui, en fait, on tourne pour que le beurre il se replie sur la pâte et qu'il fasse une épaisseur et du feuilletage. Ouais, et en fait, la pâte lève sans avoir besoin de levure. D'accord. En fait, c'est le principe du boulanger, c'est un métier de patient. C'est un métier où il faut maîtriser le temps. Il faut te mettre du temps quand on est boulanger. En fait, alors, je parle de la boulangerie artisanale parce que la boulangerie industrielle, elle a tout renversé, c'est-à-dire et elle a des correcteurs derrière pour pouvoir justement passer. Exactement. Oui, justement, c'est ça la différence qu'il faut faire attention justement avec la boulangerie industrielle et même certaines d'autres boulangeries qui ont des correcteurs et des améliorants pour justement enlever ce temps de pause qu'on laisse à la pâte nous. Justement. Et le temps permet aussi de développer les goûts, d'exhauster les goûts. C'est-à-dire qu'un pain qui a pris le temps de pousser, il parlait des pousselantes tout à l'heure, un pain qui est en pousselante développe des arômes et des goûts qu'on ne trouve pas dans des pains en travail direct. En direct, ouais. Et là, pour avoir cette légèreté-là, qu'est-ce qui fait qu'on a des fois dans des frangipanes c'est un peu fort. C'est quand même du beurre. Non, mais oui, mais c'est justement. Très bon, mais on reste quand même un bon taux de beurre. Non, mais cette aération, tu veux dire. Oui, c'est sûr que la pâte. Mais c'est le feuilletage, c'est les tours qu'on donne à la pâte. Nous, on est sur 6 tours simples, ce qu'on appelle, et on le fait déjà, les tours, on le fait en 2 jours. Et après, on laisse encore, une fois qu'on a fait les tours, on laisse encore une journée de plus pour laisser la pâte poser. On découpe les disques, et quand on a découpé les disques, on laisse encore 3-4 heures poser pour pas qu'ils se déforment. Et après, on les fait tous. C'est pour ça qu'on fait, en fait, quand on fait tout ce qui est galette, on le fait d'avance, on fait à coup de 40-50 kilos d'un coup. Comme ça, on fait journée galette, en fait. Journée galette, où pendant 2 jours, on fait que des galettes. Et en ce moment, c'est la saison, tu fais que des galettes. Ah oui, comme ça. Par contre, Rémi, je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, mais j'ai pu lire qu'il y avait un projet de loi au niveau du Sénat pour qu'il y ait une appellation galette primeur, pour justement différencier les galettes, comme tu parles toi, ta fabrication, et les galettes qui sont faites au niveau industriel. Et est-ce que ça c'est d'actualité aujourd'hui ? Personnellement, j'ai pas entendu parler de cette loi. Par contre, j'ai entendu parler du label Boulanger de France, justement,
que certains ont, que nous on n'a pas choisi, justement on n'a pas choisi d'avoir, parce qu'on a déjà un label bio, donc on s'est dit ça servait à rien de cumuler 2 labels, parce que Boulanger de France c'est très bien comme label, ça prouve que tout est fait artisanalement, mais bon, il faut pas oublier que c'est un label payant quand même à la base. Et qui est pas normal d'ailleurs, parce que ça doit être la qualité qui donne accès à ce. Mais oui, totalement. Et du coup, quand on a le label bio, vu qu'en général en bio, on met pas d'améliorant, on met rien, c'est forcément ça que ça devrait être mieux que le label justement Boulanger de France. Alors le label Boulanger de France, c'est vrai que pour le consommateur, c'est chouette un peu les labels. Pourquoi c'est chouette? Parce qu'on a envie de savoir si quand je vais chez mon boulanger acheter ma baguette ou ma flûte, mon croissant. Et si mon croissant, lui aussi, a été fabriqué maison, parce que c'est un peu c'est ça l'escroquerie de la boulangerie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'afficher boulanger, et puis d'être un terminal de cuisson. Et voilà, et d'être et de mettre des croissants et tout ça de façon industrielle. Normalement, le pain, si on s'appelle boulangerie, on est censé au moins faire le pain. Le problème, c'est ça, c'est qu'après, ils jouent du coup sur la tarte viennoiserie, sur la tarterie, viennoiserie. C'est la majorité La majorité, tout ce que vous trouvez. Ceux qui font les cuissons, l'ami de pain, pour ne pas les citer, et autres. Ils fabriquent juste le pain sur place et après tout le reste est déjà préfabriqué. C'est Marie Blachère aussi. Tout est fait. Ouais, alors Marie Blachère. Allez, on va citer les pires. Allez, on y va. Toutes les merdes. Chez nous, tout est fait maison. Oui. Tout est fait maison. C'est pour ça, le plus long et le plus dur à faire, c'est la pâte feuilletée. C'est vraiment ce qui demande le plus de maîtrise. Et c'est pour ça qu'on a voulu la faire en bio. Ça serait vraiment un produit. Je m'arrête régulièrement chez lui pour les croissants et la viennoiserie. Si vous voulez goûter à la bonne. Tu confonds pas avec. Non, je confonds pas. Non, moi c'est sur ma route et à vrai dire, voilà. Et surtout, il y en a qui vachement sympa chez lui. Et la viennoiserie est vraiment excellente. Et un peu moins riche que tes feuilletés là, que je trouve quand même particulièrement goûteux. Est-ce que je peux Et très riche. Est-ce que je peux C'est la recette. Moi j'aime bien. Non, c'est très bon, c'est très bon. J'aime pas quand c'est light. T'es pas là pour manger des gros brocolis. Ça se voit d'ailleurs. Franchement, c'est chaud. Allô? Sur les hanches. Allô? Est-ce que tu peux goûter l'autre, c'est ça? Je crois qu'il voulait dire les fesses. Mais... Ici, c'est une émission de radio, les gars. On n'est pas à la maison. Même si le concept de l'émission, c'est de s'y sentir. Je goûterai bien cette frangipane, cette galette à la noisette, s'il vous plaît, pendant que Émilie nous dit ce qu'elle a à nous dire sur l'escroquerie du monde de l'art moderne, contemporain. L'art contemporain. Quoi, c'est pas ça? En plus, t'as changé. Le design. T'as tout changé encore. Mais non, j'ai pas tout changé. Donc c'est de l'arnaque alors. Non, c'est les flops du design, exactement, les flops commerciaux du design. Allez. Voilà. Quoi dire? Alors, on se demande ce qu'ont en commun les lunettes à réalité augmentée, un verre de champagne siamois et une bouilloire dessinée par Stark. Et bien en fait, ça fait des bides commerciaux. Alors, on parle des bides commerciaux, notamment à la Cité du Design de Saint-Étienne jusqu'au 21 février. C'est la nouvelle exposition. Non, Saint-Étienne. De Saint-Étienne, du Grand Saint-Étienne. J'aurais entendu parler, je crois. Oui, tu aurais entendu parler. Alors, cette expo montre comment un objet devient soit culte, soit au contraire fait un flop commercial. Alors, on ne parle pas des flops, qui se trouvent dans les galeries d'art. Là, on questionne sur pourquoi ces objets qui étaient destinés à une consommation de masse ne se sont pas bien vendus. Ah, la R16, par exemple. La poire. Non. La R14, pardon. La R14, la 16, c'est bien vendu. Oui. La pauvre, laissez-la parler. Chaque fois, vous nous la coupez. Après, elle nous fait un caca nerveux. Pas du tout. Donc, évidemment, dans le milieu des designers, le sujet du flop est un peu tabou. Alors, les mauvais joueurs diront c'est qu'on était trop en avance. Les autres diront on a raté le rendez-vous avec le public ou on a raté le rendez-vous avec le succès, tout simplement, quoi. Alors, pour citer quelques flops commerciaux, je vais vous parler par exemple des pâtes qu'a dessinées Stark pour Panzani, qui ne se sont pas bien vendues parce qu'elles n'arrivaient pas à cuire. C'est-à-dire qu'il a... C'est un abruti. Simplement, elle faisait en fait une sorte de yin et de yang sur la coupe, vous voyez. Et donc l'eau n'arrivait pas bien à entrer dans les pâtes, donc ça s'est pas bien vendu. Ensuite,
une designer grecque a fait une flûte à champagne avec 2 têtes. Donc c'était pas trop pratique pour boire. Hein. On a aussi la fourchette molle. Voilà. Le masque de beauté électronique que vantait Linda Evans. Alors Linda Evans, pour la situer, elle est refaite à peu près de partout, vous voyez. On a aussi le Bic for Her pour les femmes. Alors là, les féministes américaines ont levé un bouclier sur cet objet. Mais on ne peut pas dire que ces objets ont fait un flop commercial parce que leur esthétique n'était pas bonne. Bien au contraire, Raymond Loewy, qui est un designer français, disait que si vous dessinez quelque chose de laid, attention, quelqu'un pourrait vous l'acheter. Donc ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Mais par exemple, je vais vous parler de la brosse à dents de Star qui était très épurée, mais le bas de la brosse à dents, c'est-à-dire là où on se lavait les dents, était dans un pot. En fait, donc c'était un nid à bactéries. Donc ça a fait un flop commercial parce que c'était un nid à bactéries. On peut parler aussi de toujours la bouillarde Bertha de Stark, qui était bouillarde. La bouilloire. Ah pardon. Bertha de Stark, qui était une bouilloire, ma foi très belle, mais hyper dangereuse, tu vois. Hyper dangereuse. Donc on l'a rangée côté œuvre d'art. Pour pas dire que c'était. Ah oui, elle ressemblait à une espèce de locomotive. Œuvre d'art, narc, en fait. Ouais. Tu pouvais pas t'en servir si tu brûlais, quoi. C'est très dangereux. Après, il y a aussi des paradoxes artistiques. Par exemple, l'étagère de Ron Arad, c'est une étagère en forme d'escargot qui se mettait au mur. Alors cette étagère est absolument infernale à monter. Si tu la démontes, tu la prends dans la tronche, elle te tue. Ça sent le vécu. Ça. Rien ne tenait dessus, mais c'était un succès absolument considérable dans les années 90. C'était le symbole de la décoration inutile. Mais ça a été un gros succès commercial, même si elle n'était pas pratique. Alors, au cœur de cette exposition, on situe 3 catégories. Les objets improbables. Il y a une quarantaine de machines et de produits industriels qui ont fait un flop. Les objets inconfortables, donc ça c'est des ustensiles du quotidien qui sont ma foi inutilisables. Les introuvables, là ils sont considérés presque comme des objets d'art. Donc cette exposition elle est très très intéressante et on rit beaucoup en fait de voir ces objets. Mais plus largement, on raconte beaucoup de notre relation à l'objet dans ce monde contemporain d'hyperconsommation. Mais c'est quand même à la base de l'art contemporain, c'est souvent ça. Non, mais là on parle du design, on parle pas d'art contemporain. Oui, d'accord, mais oui, non, mais j'ai compris le design, d'accord, mais ne confondons pas tout. On ne confond pas tout. Mais non, mais je crois que notre ami Philippe parlait de Jeff Koons. Ah mais c'est un artiste, c'est pas un designer. Il a déjà quelques trucs, mais enfin ça a été des bides aussi. Et par contre, il y a un sculpteur qui a designé une jolie bague. Amish. Amish Kapoor. Cette magnifique bague que tu portes là. Oui. Alors, montre-nous ça. Je peux pas te la montrer, je suis à la radio. Ouais, c'est Donc je vous le rappelle, même si cette émission est faite pour se sentir comme à la maison, ça reste une émission de radio. Pensons aux auditeurs et aux auditrices. Alors, la boulangerie Bessou, l'avenir c'est quoi, Rémi ? Parce que c'est 34 salariés. 14 poulets. Non, mais demain, je parle de l'avenir. Demain, 34 salariés, comme Marie Blachère, une marque qui s'exporte. L'ami de pain, Marie Blachère, Bessou, même combat, non ? On va voir. Si à la base, c'est vraiment pas mon objectif. Hein. Continuer dans l'artisanat, j'ai déjà assez à gérer avec 14 salariés. À moins de trouver quelqu'un qui le fasse à ma place, mais bon. Est-ce qu'on pourrait imaginer basculer de la qualité artisanale aujourd'hui que vous faites à justement une sorte de petit réseau, une petite franchise, qui permettrait, je sais pas, je pense à qui c'est qui fonctionne peut-être un peu comme ça aujourd'hui, peut-être Morane dans le coin, qui fait plutôt de la qualité, mais qui arrive à franchise en fait sur le coin. Il y a eu l'ami de pain, mais bon, ils ont pas gardé le côté artisanal. Moi, dans cette idée, ça serait pas une franchise, ça serait peut-être monter une ou 2 boulangeries ailleurs, mais je resterais pas dans le coin de Montauban. Enfin, pas là parce que c'est déjà bouché, quoi. Il y a des boulangeries partout et ça sert à rien de se mettre pas trop en centre-ville. En centre-ville, je sais pas. Avant, il y avait l'idée de la boulangerie de quartier. Et aujourd'hui, la boulangerie ne s'installe que s'il y a un parking. Comme disait notre retraité Pascal Olivier, nos parkings, nos business. Problème sur Auxonne, sur Alba Sud, Auxonne, on trouve des boulangeries à 50, tous les 50 mètres. Quoi. Ah ben là, en point là-haut, il y en a deux. Il y en a une nouvelle, il paraît, qui se monte là. Juste à côté de Machel. Je sais pas qui c'est, mais Marie Blachère, non, c'est pas ça? Non, Marie Blachère, il y en a une deuxième en bas à Alba Sud, mais à Auxonne, tu as une deuxième à côté de l'autre. Mais je sais pas, je connais pas, je sais pas ce que c'est.
C'est quand même On a entendu incroyable. parler, mais c'est pour ça que je veux pas être dans cette idée-là. Je suis pas du tout dans ce but-là, quoi. Du tout. Non, mais on n'est plus dans l'artisanat, là. Là, oui, non, mais c'est sûr. Mais même Mais ça, après, ça devient complètement déconnant parce qu'au bout d'un moment, il faut pas oublier que c'est aussi un métier à part gérer de la pâte et tout. Il faut quand même gérer des hommes. Il faut leur apprendre le métier parce que on travaille avec une matière vivante. Donc, au bout d'un moment, si c'est des gens qui sont formés même pas 6 mois, moi je vois, nous ça va faire 2 ans là, on a embauché un des derniers qu'on a embauché. C'était notre ancien apprenti et on l'a embauché pour faire le four maintenant. Et il gère maintenant, il commence à bien gérer, mais on le forme depuis, ça va bientôt faire 8-9 mois. Ouais. On le forme tous les Et jours. on à faire parle du que de la four, quoi. cuisson. Et que de la cuisson. Et on l'avait avant formé aux pâtes, parce que maintenant, je vais être franc, hein, on a du mal à trouver des gens qui savent vraiment cuire. Vraiment cuire du vieux pain, du pain de campagne, qu'il faut une cuisson sur sol et qu'il faut une cuisson saisie. Maintenant, Mais il y a une on trouve formation plus pour de ça. Il y a une formation. La seule formation qu'il y a à faire, c'est à l'entreprise. Hein. Une entreprise qui sait cuire, qui sait vraiment cuire. Il n'y a du pas pain. d'école, quoi. Ça n'existe pas. L'école de boulangerie. Si, les écoles de boulangerie, mais le problème c'est que les écoles de boulangerie, souvent, elles vous apprennent à faire des baguettes, des parisiennes, des flûtes, enfin des choses classiques. Après, les pains spéciaux, tout comme nous, on travaille beaucoup avec des farines bio, du coup, ça demande pas le même pétrissage, ça demande vraiment une observation de la pâte. Et ça, mais ça s'apprend, quoi. Alors donc, du coup, l'avenir, parce que quand à 35 ans, jeune chef d'entreprise, tu vas pas me dire que tu regardes pas vers l'avenir avec un espèce de business plan. Justement, pas tant que ça. Ah ouais. Tant que ça. Vraiment, mon but, c'est je suis plus dans une idée de prospérer sur une seule une Et entreprise tu pourrais pour avoir l'instant. genre un atelier un peu conséquent quelque part sur lequel tu fais tes pâtes et après qui partent dans des camions réfrigérés fournir des magasins dans lesquels tu fais que de la chauffe de dernière minute, quoi. Alors Rémi est un consultant. C'est une question. Non, je suis pas dans cette optique-là. Non, à la limite, peut-être servir des magasins dans le coin, comme je fais actuellement, les magasins bio. Bon, je sais qu'on cuit tout chez nous, donc avec notre four et tout, mais économiquement, ça suffit. Mais pas du pré-cuit, par exemple. Je suis pas du tout dans le pré-cuit, parce que le problème du pré-cuit, c'est que après les gens, quand on leur donne, s'ils le recuisent mal, après c'est notre produit du coup qui prend, quoi. Ouais. Donc, je suis pas dans cette optique-là. Bon, puis on verra. De toute façon, ça fait que artisan, 3 ouais. ans. Après, je vous dis, ça fait que qu'est-ce que tu 3 penses ans de- que j'ai vraiment repris l'entreprise. Des supermarchés souvent low cost qui offrent 24/24 presque Eh ben là, c'est du pas- matin au soir des soi-disant de la boulangerie. C'est pas de la boulangerie, mais c'est pas la même clientèle de toute façon. Donc on peut pas comparer. Je veux dire, moi je ferai jamais venir chez moi des gens justement ou très peu. Des gens qui se servent dans ces supermarchés-là. Pourquoi C'est pas le même tarif, Pour- parce pour que un- moi ouais, je pour mettrai un- pas une pour- baguette à 40 centimes. Ouais. Je sais combien coûte la farine, je sais combien le temps que ça me prend, les employés que j'ai, le coût de la main d'œuvre. Je mettrai jamais une baguette à 40 centimes ou alors je me tue, quoi. Donc c'est pas rentable, quoi. C'est clair. Tout dévalorisant pour un métier. Donc. Déjà, c'est ça. Ouais, c'est autre chose. Oui. Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? On arrive vers la fin de cette émission consacrée aujourd'hui à la boulangerie Bessou, située à Saint-Étienne-de-Tulmont, mais que vous pouvez aussi retrouver dans les Biocopes du côté du Lot et puis sur les marchés du Tarn-et-Garonne. On arrive vers la fin. On se fait un petit tour de table, si vous le voulez bien, des coups de gueule, des coups de cœur. Tu voulais dire... Oui, pardon. Non, je parlais tout seul. Non, je pensais parce que vous avez dit Biocop du Lot. Oui. Je sers aussi ceux de Montauban, quoi. Ah, ben Oui, voilà, ceux c'est de important de le Montauban, Sobio aussi à Montauban. D'accord. Bon. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu Ben ma non, mais chronique. tu donc- devais. Non, mais c'est pas t'as grave. 45 Par contre, secondes pour parler oui, de mais la fève. je vais juste poser une question. Est-ce que vous savez comment on appelle les collectionneurs de fèves? Là. Ah, bonne question. Alors, donc, la réponse. Les fabophiles. Les fébophiles, moi j'allais Les dire. fabophiles. Ah, j'allais dire les fébophiles. Les fabophiles. F-A-B-O. Fabophile. Fabophile. Et donc après, je voulais quand même juste une chose. Est-ce que tu sais, Rémi, il y a un endroit en France où il y a un protocole qui interdit lors de cette fête-là de mettre une fève dans la galette. C'est interdit. Donc si demain t'es retenu pour ce protocole, tu n'as pas le droit de mettre une fève. Ah bah c'est chez les vieux. Non. Chez les EHPAD. Non, Ah, c'est c'est pour tout la fait, c'est fête tout fait de l'Élysée.
de l'épiphanie à l'Élysée. Ah ouais. On ne doit pas mettre une fève parce que. Oui, parce qu'il y a déjà, j'ai entendu. Oui, Mais si le président découvre une fève, il ne peut pas être roi. roi. Donc l'interdiction, et ça prévaut depuis Valéry Giscard d'Estaing, qui est parti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, paix à son âme. Donc on n'a pas le droit de mettre une fève. Ouais, c'est ça, ouais. On ne peut pas mettre une fève dans le. Donc tu le la sauras fête. si un jour. Je l'avais entendu, mais de sa question, j'ai pas su répondre, mais je l'avais déjà Donc, entendu, oui. J'aurais fait une petite bribe de ce que j'aurais Non, c'est trop souhaité tard, ça y parler. est, Les brèves d'Hervé. C'est ça. Un coup de cœur, Poulette. Oula, t'as l'air fatigué là tout d'un coup. Non, Elle a les joues aussi rouges que son pull. T'avais pas ça sur la photo tout à l'heure. Je crois qu'elle est vide. Elle a fini la bouteille de rouge. Attends, elle a en fait. tombé les 3 kilos elle toute seule. Ah oui, spécial dédicace à mon copain Philippe Romain. On vient de déguster une bouteille de Serre de Bovilla, très chouette. Moi, j'aime de plus en plus son vin du Lot Il est bon, à Philippe. Ouais, vraiment, Serre de Bovilla, très très chouette. Très très chouette pinard. Ouais. Et du coup, on n'a pas ouvert la tienne. On la garde pour la prochaine fois. Je pense qu'on aura l'occasion de l'ouvrir. Oui, parce que là, il reste 40 secondes, ça va pas le faire. Hein. Merci Mais il reste beaucoup. toute l'année. On peut l'ouvrir en off sinon. Ah oui, sinon, on peut l'ouvrir en off. Ah oui, à la fin. Couvre-feu, mon ami, couvre-feu. Spécial dédicace à Paul qui nous a Paul écouté Chéreau. à la radio et qui nous cherchait sur Internet. On n'était pas sur Internet aujourd'hui, c'est normal que tu nous aies pas trouvé. On pense fort à lui et surtout à sa Compagne, femme. Je sais pas si sa compagne ou sa copine, ouais, effectivement, qui est sur le point d'accoucher. C'est pour raison pour laquelle il n'est pas là avec nous. Spécial dédicace à vous tous qui nous manquaient beaucoup. Merci beaucoup, Rémi Bessou. Oui, Merci. à vous. Demain, ça on a été achète un le plaisir. pain. Hein. Où c'est qu'on achète le pain? Sur Alors, quel demain, marché? alors, soit à Moissac sur le marché, ou alors chez nous à Saint-Etienne. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est le concours Merci, que tu à fais la à Sommar prochaine. aussi. Merci beaucoup. Mais non, j'en ai parlé tout à l'heure. Les infos.